70.8. Le musée pour l'océan aux ateliers des Capucins à Brest vous présente le Café de la Marine. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Sable d'Olonne pour un Café de la Marine spécial Vendée Globe. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes au Sable d'Olonne, à quelques mètres des pontons où sont amarrés les 40 marins qui s'élanceront dans cette 10e édition. 40 concurrents, c'est un record, 34 hommes, 6 femmes qui vont partir sur un parcours de 45 000 km. Ils vont naviguer dans l'Atlantique, l'Indien, le Pacifique et franchir les 3 caps Bonne-Espérance, le Win et le fameux Cap Horn pour revenir ici au Sable d'Olonne. Le départ, c'est le 10 novembre et aujourd'hui, nous recevons 3 invités. Il y a 4 ans, ce marin discret mais déterminé s'était imposé à l'issue d'un final à couper le souffle. Plutôt que de se reposer sur ses lauriers, à 51 ans, le tenant du titre a décidé de relever le gant à la barre d'un nouveau 60 pieds. Par goût de la compétition, mais peut-être aussi pour retrouver des moments de plénitude en mer. On salue Yannick Bestaven. Qui nous rejoint. Bienvenue Yannick. Installe-toi. Bienvenue. Il pratique, lui, la course au large depuis plus de 40 ans, mais il est toujours animé de la même passion. C'est une figure de ce Vendée Globe qui l'a mis dans la lumière et qui l'a consacré roi. À 65 ans, l'inoxydable, l'insatiable Jean Le Cam, doyen de cette édition, est avec nous. Et il part pour son 6e Vendée consécutif. Bienvenue Jean. Elle n'a que 23 ans, mais une volonté à soulever les montagnes. Elle sera la concurrente la plus jeune dans l'histoire de la course à s'élancer sur ce tour du monde en solitaire. La Benjamine Violette d'Orange, boulimique de compétition sur tous les océans, est avec nous. Bienvenue. On l'accueille. Merci à tous les 3 d'être avec nous dans ce timing serré. Alors j'ai envie de dire pour vous, Jean, Yannick, c'est un peu la routine de venir ici au Sable d'Olonne tous les 4 ans. Mais Violette, c'est une première. Comment tu as vécu, toi, ton arrivée au Sable d'Olonne ? C'est un moment assez émouvant, c'est sûr, de passer le chenal, de remonter le chenal et vers ce ponton. Et je crois que j'étais la dernière arrivée sur les pontons des Sables. Et du coup, j'ai pu admirer aussi tous mes concurrents réunis ici. Et c'est assez beau à voir. Alors Yannick, on l'a dit, toi tu es un habitué, mais il y a 4 ans, au terme d'un final haletant, eh bien, tu avais remporté ce Vendée Globe devant Charlie Dalin. C'était peut-être le plus beau jour de ta vie de marin. Que reste-t-il comme émotion de ce jour ? Je pense qu'en grande partie, c'est pour ça que j'y retourne, parce que ça a été des émotions fortes, que ce soit pendant la course, l'arrivée et puis après la course. Et c'est des choses, ces moments de la vie qu'on a envie de revivre. Et ça a été un jour merveilleux, parce que je pense que jamais j'avais imaginé un jour pouvoir gagner le Vendée Globe. Et voilà, j'en reviens toujours pas et j'ai envie d'y retourner, de revivre tout ça, quoi. Alors Jean, toi tu vas partir sur ton 6e Vendée Globe consécutif. C'est une épreuve que tu n'as pas gagnée, mais tu es celui qui en a fini le plus, hein. Un seul abandon, 4 top 10. Qu'est-ce qui fait finalement que tu y reviens quand même ? Tu es addict et on a le sentiment que tu n'en as pas du tout fait le tour. On n'a jamais fait le tour, hein, parce que chaque Vendée Globe est différent et justement c'est parce qu'on ne sait pas qu'on y va. C'est un empêcheur de tourner en rond, tu disais. Ben, c'est sûr que à chaque fois c'est une histoire différente, c'est des gens différents. C'est le dernier Vendée Globe que j'ai fait, c'est sûr que c'était très différent des autres. C'est Tu sûr. t'étais fait peur, tu avais sauvé... À chaque fois, il y a des surprises. Alors des bonnes, des mauvaises. Ouais, sur le dernier, tu avais sauvé Kevin, mais tu avais ton bateau aussi qui se délaminait, donc c'était une grosse frayeur. En tout cas, tu parles d'un attachement viscéral. Et ce qui est surprenant, c'est que je crois qu'au début, tu n'aimais pas trop cette épreuve. Est-ce que c'est vrai et pourquoi ? Non, parce qu'au début, en fait, les bateaux, ils étaient instables, ils se mettaient à l'envers. Et moi, j'étais au départ, quand Philippe Poupon avait son ketch. Et je me rappelle, c'était un plan brillant. J'avais discuté avec l'architecte, il le savait que le bateau, avec tout le matériel qu'il avait ramené en rechange sur le bateau
s'il se couchait sur l'eau, il ne se redressait pas. Donc, c'est pas très rassurant. Ça ne m'intéressait pas d'aller autour du monde sur un bateau qui reste à l'envers. Bon, ça m'est arrivé quand j'ai perdu le bulbe, une partie de la quille, et du coup, je suis resté à l'envers. Mais bon, c'était pas prévu non plus. En fait, c'est vrai que tu es venu en 2005. Violette, toi, alors le Vendée Globe, c'est un rêve ultime. Tu dis, ce sont mes Jeux Olympiques. Tu as dépensé vraiment une énergie folle, on peut le dire, pour être au départ. C'est déjà une première victoire d'être parmi ces 40 solitaires ici au Sable d'Olonne. Ah oui, bien sûr. En fait, la première montagne à gravir pour monter un projet Vendée Globe, c'est de trouver les financements, de trouver le bateau. J'ai eu la chance d'avoir Jean Le Cam, justement, qui a bien voulu me vendre son bateau. On va en parler. Et qui m'a fait confiance. Mais donc, bien sûr, être ici, c'est une première victoire déjà. Ouais, c'est un Vendée qui fait partie de ta vie depuis petite, parce que tu suivais les départs de Jean-Pierre Dick avec tes parents. Tu as beaucoup travaillé pour pouvoir en arriver là, mais tu n'as pas encore bouclé ton budget. Est-ce que tu arrives à être sereine? Est-ce que ça y est, tout est OK? Aujourd'hui, dans tous les cas, je partirai sur le Vendée Globe. Maintenant, on va réussir à prendre ce départ. Et il reste toujours 100 000 € à trouver, mais pour boucler la fin du budget pour cette année. Donc on peut encore rejoindre l'aventure, c'est important, il ne faut pas hésiter. Possible, oui, bien sûr. Mais voilà, ça ne remet pas en question la participation. Alors Yannick, toi, ton partenaire, il t'a fait construire un nouveau 60 pieds, performant, mis à l'eau en 2022, avec lequel tu as terminé 6e de la dernière Transat CIC, c'était entre Lorient et New York. C'est aussi le cas de plusieurs concurrents, comme Thomas Ruyant, comme Jérémy Bayou, Boris Herman ou encore le bisu Johan Richomme. La compétition, on le sait, va être vraiment relevée sur cette 10e édition. On a encore monté d'un cran. Incontestablement, je trouve que le plateau il est encore plus relevé qu'il y a 4 ans. D'une part parce qu'il y a plus de bateaux modernes, entre guillemets, c'est-à-dire de nouveaux grands foilers. Donc ça monte le niveau de compétition. Et dessus, il y a des skippers très chevronnés. Beaucoup ont des palmarès déjà. Certains ont gagné des Solitaires du Figaro, des Mini-Transat, des Jacques Vabre, des Routes du Rhum, etc. etc. Et ouais, il y a vraiment un plateau très relevé, donc la compétition va être relevée. Mais il faudra être assez intelligent parce que le Vendée Globe, c'est vraiment un marathon. Ça n'a rien à voir avec les transatlantiques, avec les courses qu'on a l'habitude de faire le reste de l'année. Il va falloir savoir se ménager pour aller au bout parce qu'avant de gagner, il faut aller au bout. Ça, c'est que la première victoire, ce sera de finir le Vendée Globe. Oui, alors on ne sait jamais ce qui va pouvoir se passer dans ce Vendée Globe, c'est toujours la surprise. Mais est-ce que le fait d'être un ancien vainqueur, avec forcément un standing un peu différent, et puis un nouveau bateau très performant, est-ce que ça t'ajoute de la pression? Est-ce qu'au contraire, tu es libéré parce que ça y est, ce Vendée, tu l'as gagné quelque part? C'est un peu ce que je dis là, dès qu'on veut me mettre la pression, parce que les médias me demandent beaucoup pourquoi j'y retourne. Je dis, moi, j'ai pas la pression, je l'ai déjà gagné. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient gagner, qui vont partir avec beaucoup de pression. Mais moi, je dis ça en rigolant. C'est sûr que si je réalise l'exploit de le gagner une seconde fois, alors aujourd'hui il n'y a que Michel des Joyaux qui a fait cet exploit-là. 2001-2008. Voilà, ça sera la cerise sur le gâteau de ma carrière de course au large, on va dire. Et voilà, mais je me prends pas la tête avec ça. Moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de me prendre plaisir. Comme me l'a dit Jean tout à l'heure, il n'y a pas un Vendée Globe qui est pareil. La météo sera différente, les concurrents sont différents. Il va y avoir plein de nouvelles histoires à écrire. Et moi, j'y vais avant tout pour l'histoire, pour aller naviguer dans les mers du Sud. Moi, ça sera que la deuxième fois que j'irai naviguer dans les mers du Sud. C'est un endroit qui t'a plu? Ça m'a plu et je trouve qu'on est privilégiés, on est chanceux pour ceux qui aiment vraiment la voile et le large, de pouvoir aller faire de la course en solitaire sur des IMOCA dans les mers du Sud. Et c'est vraiment pour ça que j'y retournerai. Voilà. Alors Violette, toi, pour cette grande première, tu souhaitais un bateau fiable, simple, à prendre en main, enfin aussi simple que possible. Tu as jeté ton dévolu sur Hubert, le 60 pieds de Jean Le Cam, un plan phare conçu en 2007, construit à Port-la-Forêt, un bateau mythique aussi. Alors, il a fallu convaincre Jean de te le vendre. En effet, c'est sûr que pour moi, c'était le bateau parfait. En fait, pour mon premier Vendée Globe, pour pouvoir partir et me sentir sereine sur un bateau sur lequel je me sente en sécurité, mais en même temps, un bateau hyper performant. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs bateaux à dérive. Et puis, Jean a aussi passé beaucoup d'années à bien bricoler dessus, et donc c'est un bateau qui est prêt. On a continué de travailler dessus durant cette année de préparation, et aujourd'hui ce bateau il me permet de me mettre aussi en confiance.
Voilà. Et Jean, toi, tu lui avais réservé un peu ce bateau, parce qu'il y avait d'autres candidats, j'imagine, sur ce plan phare. Bah ouais, c'est vrai que c'était... Mais bon, le bateau, on avait dit, on a été jusqu'au bout, parce que Violette cherchait des financements, et du coup... Toi, la parole donnée, elle est respectée, Jean. On a attendu, donc voilà. Et puis au final, bah, ça s'est concrétisé. Donc, et puis pour Hubert, je trouvais que c'était bien que ce soit Violette. Jeune navigatrice pleine d'envie. Et voilà. Et comme je dis toujours, c'est Hubert McDo maintenant. Et donc, il a été ça lui va bien. Fait beaucoup de tours du monde avec un vieux gribou comme moi, et puis maintenant il a une petite jeunette, donc Hubert doit être content. Alors toi, Jean, oui, c'est super. En tout cas, c'est tout à ton honneur, le respect de la parole donnée à la manière de Tabarly. Ton côté, tu vas mener un 60 pieds construit sur un plan David Raison. C'est un architecte qui a beaucoup réussi dans la classe mini, puis en classe 40. C'est un 60 pieds à dérive et non un foiler. Parle-nous un peu de la philosophie de ce nouveau bateau, Jean. Bah, la philosophie, c'était de dire, je veux un bateau, moi, qui aille un petit peu plus vite que Hubert, mais je voulais pas un bateau qui aille trop vite. Et surtout un bateau que je puisse maîtriser, parce que je peux pas... Je connais bien le principe des foilers, mais quand ça commence à s'emballer, je pense que ça doit être très difficile. Du coup... moi, je voulais pas faire un Vendée Globe sur un bateau à foil, voilà. Donc c'est un choix. Après, oui, voilà. Et tu restes une inconnue quand même pour tes adversaires, parce qu'on t'a très peu vu naviguer avec en course. Tu as fait le retour à la base entre la Martinique et l'Orient, mais tu étais parti très tard après tout le monde. Donc voilà, est-ce que toi, les entraînements d'hiver que tu as pu faire, les navigations que tu as pu faire, elles t'ont conforté dans tes choix? Est-ce que tu es content de ton bateau? Est-ce que tu te sens bien? Et est-ce que tu as ce que tu étais allé chercher avec ce bateau-là? Ah bah oui, il correspond au choix qu'on a fait. Et donc maintenant, on est aussi dans l'inconnu. Hein. Oui, mais tu te sens parfaitement en phase avec ce bateau. Mais ça ne me pose pas de problème particulier. Ouais. On a hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est ça. On verra. Alors Yannick, toi, Jean vient de l'évoquer, hein, ces bateaux, notamment les foilers, ils sont de plus en plus performants, mais aussi de plus en plus violents et inconfortables. Il faut gérer la vitesse, il faut gérer les chocs. Encaisser ça sur la durée, finalement, du Tour du Monde sera peut-être une des clés de ce Vendée Globe. Comment, toi, tu t'es préparé physiquement, Yannick ? C'est sûr, Jean, il a raison, c'est des bateaux qui ont énormément évolué, qui vont plus vite, donc qui tapent beaucoup plus fort, parce que la mer, c'est pas une autoroute plate. Hein, dès qu'il y a du vent, il y a souvent de la mer qui va avec, qui peut être désordonnée. On l'a vu sur le dernier Vendée Globe, d'ailleurs, Jean, avec ses dérives, il allait aussi vite que Charlie Dalin avec des grands foils. Il a fait 4e. Et moi, j'étais au milieu avec des petits foils, tu vois, donc c'est la mer qui va réguler un peu tout ça, l'état de la mer. Mais par contre, ce que je trouve intéressant dans ces grands foilers, c'est que c'est quand même des sacrés turbos. Et justement, l'intelligence de ces bateaux, ça va être de savoir ralentir au bon moment pour préserver le matériel. Et c'est en ça que je dis que ça n'a rien à voir avec une transat où on est tout le temps à fond pendant 10 jours. Oui, il faut être aussi dans la gestion. Je pense qu'on sait tous aller vite. Lever le pied, c'est pas évident. Ni dans sa tête de se dire, moi j'ai décidé de lever le pied pour durer longtemps. Et c'est ça qui va être dur à gérer, parce qu'on va s'emballer, on va se mettre la pression, ça va partir à fond la caisse. Surtout sur le début, ouais. Ça, c'est sûr. Donc voilà, après c'est sûr que les bateaux sont plus durs, plus difficiles. Hein. Moi j'ai eu quelques petits chocs assez violents avec mon bateau. Hein. Donc on l'a équipé, on a mis des filets à l'intérieur, on a mis des sièges sur suspension de VTT pour amortir les chocs, etc. etc. Voilà. Par contre, on a travaillé beaucoup sur la protection du marin, c'est-à-dire que maintenant on a des cockpits complètement fermés, on peut manœuvrer depuis l'intérieur. Des sièges baquets aussi moulés. Ouais, sièges moulés. Donc les bateaux sont plus inconfortables, mais sont quand même plus safe que ce qu'il y était au début des Vendée Globe, par exemple, grâce à l'IMOCA. Les règles de course et de la jauge IMOCA ont fait que nos bateaux quand même sont de plus en plus solides pour faire le tour du monde. Donc voilà. On va rappeler qu'on a sur ce plateau la Benjamine de cette édition, 23 ans, le doyen, 65 ans. On a la fougue et l'énergie de la jeunesse, j'ai envie de dire, et l'expérience. Mais sur ces 60 pieds, manœuvrer, c'est pas une mince affaire. Hein. C'est très physique, qu'on soit un petit gabarit ou qu'on ait plus 20 ans. C'est vite les travaux d'Hercule quand même. C'est Violette, oui.
Oui, c'est ce qui est très dur physiquement sur le bateau, je trouve, c'est de matosser. C'est-à-dire, c'est tout le poids qu'on a embarqué dans le bateau qu'on doit sans cesse déplacer à chaque manœuvre, soit d'un côté, soit de l'autre, déplacer les voiles aussi. Ça représente à peu près 400 kilos de matos à chaque manœuvre. Et donc ça, c'est très physique. Donc en fait, quand on a un peu moins de muscles que les autres, simplement on prend un peu plus son temps et on trouve des astuces, c'est-à-dire que moi je vais utiliser vraiment mes jambes plutôt que mon dos pour tirer les voiles, ou alors d'autres astuces avec des palans aussi pour pouvoir porter les charges lourdes. Donc voilà, on s'adapte, ça prend parfois un peu plus de temps, mais sur un Vendée Globe on a le temps de faire ça. Et Jean, on apprend à s'économiser aussi avec l'expérience, à ne pas se cramer physiquement, bêtement, comme on pourrait penser des fois quand on est un peu jeune et qu'on s'enflamme. Ouais, il vaut mieux une bonne tête que des gros muscles. C'est Et bien puis, dit. C'est noté. une manœuvre réussie, c'est quoi ta formule? Une manœuvre réussie, c'est une manœuvre? Une manœuvre réussie est une manœuvre sans souci. Voilà. Et à chaque fois que tu fais une manœuvre, tu te dis ne pas confondre vitesse et précipitation. Et là, tout se passe bien. Ça, c'est une citation, je l'ai marquée dans le cockpit, je crois. Ouais, voilà. Elle me plaît beaucoup. Mais oui, c'est justement la philosophie d'un sage. Yannick, il y a aussi évidemment l'aspect mental. On sait que tu es très fort sur cet aspect-là, mais comment tu as travaillé? Est-ce que tu as retravaillé avec un coach mental pour ce Vendée Globe-là? Oui, bien évidemment. Moi, c'était pas comme je l'avais dit lors du dernier Vendée Globe, j'ai rencontré une super personne, Eric Blondeau. Moi, je n'étais pas le premier de la classe sur la préparation mentale. Ça me faisait rigoler un petit peu. Et c'est une personne qui m'a beaucoup apporté sur plein de choses, la gestion de mon entreprise, parce qu'on parle de course en solitaire, mais il y a quand même une dizaine de personnes qui travaillent avec moi sur la gestion des émotions, sur tout ça. Et là, justement, sur les questions que je peux me poser, sur le fait de repartir et de la pression que je pourrais avoir, c'est intéressant de parler avec une personne qui est extérieure au projet et qui permet justement de prendre les choses un peu plus à la légère de temps en temps, de ne pas se mettre la pression. Donc la partie mentale, du moins avant le Vendée Globe, en préparation, pour moi, elle est hyper importante. Et c'est sûr que ça me servira pendant la course. Ouais. Alors Jean, justement, toi aussi, tu es un autodidacte à tout point de vue, tant au plan physique qu'au plan mental. Tu as tes propres méthodes et la pression, on sent que elle s'évacue ou elle glisse. Non, moi, je n'ai pas de préparateur particulier. Ouais. Parce que moi, je suis très technicien, donc je suis souvent... c'est vrai. Tu es souvent au chantier, les mains dans la résine. Mais bon, j'aime bien ça, parce que ça me détend, quoi. Là, des fois, là, entre les interviews, etc., je vais au conteneur pour faire une petite pièce ou un truc. Tu sens que tu as besoin, t'es manuel et tu as besoin, manuel, ça te détend. Okay. Et tu as besoin d'être en lien avec ton bateau. Et avec voilà, bon. C'est rare que quand j'ai les mains propres, quoi. C'est vrai que tu as commencé comme ça. Tu construisais les catamarans de Patrick Morvan dans les années 84. Et puis, voilà, sur ta lancée, tu es toujours un technicien. Voilà, c'est ça. Violette, toi, c'est un saut dans l'inconnu. On parlait tout à l'heure, Yannick parlait de son plaisir de retourner dans les mers du Sud. Toi, ça va faire vraiment partie des découvertes. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes? Est-ce que tu en parles justement avec les concurrents expérimentés? Quelle image tu t'en fais? J'essaye de pas trop visualiser non plus parce qu'en fait, on peut pas imaginer ce que c'est. Et puis, si ça se trouve, les conditions seront hyper clémentes. Et puis, si ça se trouve, ce sera la tempête complète pendant toutes les mers du Sud. Donc, je m'attends à rien. Je m'attends... Forcément, il va y avoir des passages difficiles avec beaucoup de mer, des dépressions australes qui vont passer, qui vont être assez difficiles. Mais voilà, je me suis préparée en météo, j'ai révisé mes cours et on verra bien. Après, c'est sûr que j'appréhende un petit peu puisque je ne connais pas. Mais déjà, il va y avoir toute la descente de l'Atlantique avant de penser aux mers du Sud. Voilà, il y aura un dossier, mais quand même, depuis tes débuts sur le défi Azimut en 2023, tu as quand même disputé 5 courses toutes terminées, dont 3 en solitaire. Le retour à la base, la Transat CIC, puis New York, les Sables ici. Cela contribue quand même à la confiance pour ce Tour du Monde.
Ah oui, oui, bien sûr. En fait, sur ces 3 courses, on a rencontré des conditions très, très différentes. Et je pense notamment à la Transat CIC où c'est une route nord. Donc, on va rencontrer les dépressions, les vents forts et des systèmes très intéressants pour se préparer. Et me dire que j'ai traversé ces conditions, ça me permet de me mettre un petit peu plus en confiance, de me dire que voilà, j'ai déjà rencontré ces conditions difficiles au moins une fois. Yannick, tu évoquais tout à l'heure la concurrence qui est montée d'un cran, qui sera rude, mais c'est aussi ça qui te galvanise en tant que compétiteur et qui donne envie d'y retourner, sinon ce serait pas motivant. Ouais, bien sûr, moi j'ai toujours aimé la compétition. Je me rappelle à l'arrivée, François Hermel était venu me voir en me disant t'as gagné le Vendée, tu vas pouvoir faire de l'ultime. Et moi je préférais rester en IMOCA, pour diverses raisons, mais surtout parce que je savais qu'il y avait une classe riche de coureurs, quoi. Il y a une flotte qu'on trouve Il y a nulle part ailleurs. Partir avec 40 coureurs, je trouve ça génial, quoi. Quels que soient les projets, que ce soit. Il y aura des surprises avec des bateaux à dérive, des foilers, enfin, je veux dire, et il va y avoir une course dans la course, il va y avoir des groupes qui vont se former. Et moi, j'aime cette compétition et surtout cette stratégie météo. Et je compare souvent ça à un petit jeu d'échecs où on prend des options à quelques jours, à 10 jours, et on mise sur des options avec des données météo maintenant de plus en plus précises. Mais moi, j'aime cette compétition à plusieurs bateaux. Ouais. Ça va bien nous occuper aussi en tant que journaliste. Ça occupe des journées entières, des nuits essayer entières. de faire des pronostics. Alors Jean, toi, tu es carrément le marin le plus expérimenté du plateau, avec des milliers de milles dans ton sillage. Cette expérience, Jean, elle est quand même forcément précieuse parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes loups. Il y a Violette, mais dans les bateaux à dérive, il y a aussi pas mal de jeunes. Bah oui, nous on est assez proches avec Benjamin avec d'autres. Ferré. Oui, qui se prépare à Port-la-Forêt. Benjamin Le Pépin. Oui. Benjamin Le Pépin, oui. Voilà, Benjamin, j'envoie le Pépin. Il y a Tanguy Le Turquet aussi sur bateau à dérive. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Ouais, c'est un Vendée Globe qui va être, je pense, plein de surprises. Ouais. Je pense. Puisque là, quand on voit le plateau là, déjà il y a 40 bateaux, donc forcément, plus il y a de bateaux, plus il y a d'histoires différentes. Et donc je pense que ça va être un très beau Vendée Globe. C'est toute la richesse du Vendée, comme l'a expliqué Yannick d'ailleurs. 5 concurrents qui pouvaient prétendre à la victoire il y a 4 ans dans le dernier jour. Est-ce qu'il y aura peut-être un peu de l'équipage après ce Vendée Globe, Yannick? Est-ce que tu te projettes sur la suite? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu viens vraiment chercher? Et est-ce que ce sera le dernier, quoi qu'il arrive? Ouais, moi je l'ai dit, j'ai envie de tourner la page du solitaire parce que j'aime bien aussi courir en équipe. Il y a un beau programme en IMOCA avec des courses en équipage comme l'Ocean Race, c'est des choses que j'aimerais vraiment faire. Et surtout, j'ai envie d'amener un jeune sur le prochain Vendée Globe. Et j'ai envie d'accompagner dans un nouveau projet. On en discute avec Maître Coq, on en discute avec tous mes partenaires pour donner une suite à tout ça. Et c'est ce qui me plaît, c'est qu'après le Vendée Globe, tout ne va pas s'arrêter, quoi. Même si je ne suis plus le skipper qui va faire du solitaire, je serai toujours dans la course au large d'une façon différente. Et ça me plaît beaucoup parce que ça fait longtemps que je fais de la course au large, j'ai fait plein de choses. J'ai envie de naviguer parce que j'aime ça, mais peut-être plus en solitaire, quoi. Mais ça fait partie de ton ADN quand même, cette course au large. Jean, tu as vécu plein d'émotions. Une superbe 2e place en 2005 derrière Vincent Rioux, un naufrage à l'approche du Cap Horn en 2008, et puis une dernière édition qui a été fertile en émotions. Il y a eu le sauvetage de Kevin et puis la frayeur jusqu'au bout sur ton bateau. Tu as quand même terminé à une superbe 4e place. Là, ce Vendée, c'est vraiment ça, c'est la magie que tu viens chercher, c'est le fait qu'on ne sache jamais comment l'histoire va s'écrire. Ah bah ça, c'est certain qu'on ne sait pas. Il y en a un qui sait, il a... on le verra tout de suite. Parce que... il n'y a pas de boule de cristal. Qu'est-ce qui serait un Vendée réussi pour toi? Oui. Comment? Qu'est-ce qui serait un Vendée réussi? Un Vendée réussi, c'est déjà un Vendée que tu termines. Ce qu'a dit Yannick. Oui. Et puis après, j'espère ne pas avoir les différentes péripéties que j'ai eues la dernière fois. Donc, tu as eu ton lot d'émotions, Jean. C'est fait, tu as coché cette case. Oui, là j'en ai coché quelques-unes quand même. Donc normalement, si je les ai toutes cochées, ça devrait être différent. Est-ce qu'on peut dire un Vendée réussi est un Vendée sans souci, Jean? Oui, ça marche aussi. Est-ce que ça existe? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est ça. Oui, bonne Exactement. question, Virginie.
Alors, Violette, toi aussi, tu aimerais justement qu'il soit sans souci et j'imagine que l'objectif pour toi, c'est de le terminer. Tu es dans l'ambiance des sables, tu es extrêmement sollicité, on le sait. Est-ce que forcément déjà la pression monte ? J'attends le dernier moment pour commencer à stresser. Enfin, en fait, j'essaie Tu as vraiment raison. de... Ça viendra quoi qu'il arrive, c'est ça? Oui. En quelque sorte, j'essaie vraiment de m'ancrer dans chaque journée, vraiment dans le moment présent. C'est des petites techniques de prépa mentale, mais Oui. j'essaye de pas trop me dire oh, je vais bientôt partir. Je me concentre sur ce que j'ai à faire chaque jour et ça me permet tout simplement de décaler le stress au dernier moment. Et Très bien. finalement, le dernier moment, on est concentré dans nos manœuvres de départ. Donc, Et puis l'envie de partir aussi voilà. après 3 Donc, semaines de oui, village. oui. Il y a beaucoup de hâte et ça se passe plutôt bien. J'ai pas trop de pression pour le moment. Et on sait que vous avez hâte. Merci d'être passé sur ce plateau du Café de la Marine dans cette toute dernière ligne droite. Des petits conseils de lecture au chaud, au coin du feu. Mon tour du monde en 80 jours en attendant le retour de Yannick de son deuxième Vendée Globe. Vous pouvez déjà lire celui-ci où il raconte donc sa première aventure autour du monde sur Imoca. Et puis le livre de Jean Le Cam, Mes Vendée Globe, là aussi passionnant, de très belles photos, de très belles images. Voilà, n'hésitez pas à vous procurer ces livres. Et puis un film que vous pourrez voir, ce sera à 13h02, c'est très symbolique, au moment du coup d'envoi du Vendée Globe, le film Les rêves ne meurent jamais, où on te retrouve, Yannick, justement, autour du monde avec d'autres artistes, aventuriers, sportifs qui sont allés au bout de leurs rêves. Et puis Violette aussi. Voilà, oui, toi Violette, tu communiques aussi beaucoup avec tes vidéos. Et puis les cinéastes s'intéressent à ton cas et on te retrouvera sur les antennes de TVO, TV Sud dans un 52 minutes qui retrace justement tout ton itinéraire depuis tes traversées de la Manche en optimiste jusqu'à cette préparation au Vendée Globe. Et ça, ce sera le 12 décembre. Oui. Merci à tous les trois. On vous souhaite bon vent, le meilleur. Prenez plaisir, faites-nous rêver. Départ, on le rappelle, le 10 novembre à 13h02. Bye bye. Bye bye. Merci. Bye. Ce programme vous a été présenté par 70.8, Musée pour l'océan aux Ateliers des Capucins à Brest.